Bonjour et bienvenue sur Parole d'artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast, je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui, selon moi, donne du sens à mon métier. Si comme moi, vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si, tous ensemble, nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau ? Je suis très heureuse de tourner cet épisode avec Flore, Violaine et Émilie, mes sœurs aînées que je remercie très chaleureusement pour avoir accepté de venir discuter avec moi au micro de Parole d'artisan. Elles ne sont ni artisans, ni artistes, ni designers, mais ça. elles apprécient comme moi discuter de ce qui est beau et de ce qui l'est moins. Aujourd'hui, j'ai décidé d'activer les micros pour enregistrer une discussion entre sœurs et d'en faire un épisode de podcast. Le cadre est parfait, de bons fauteuils, Parle pour toi. une boisson chaude, un feu de cheminée. Elles sont normalement dans de bonnes conditions pour pas dire trop de bêtises. Quoique. Vous le savez, l'idée de ce podcast, c'est avant tout de se questionner sur ce que l'on peut considérer de beau dans le monde et la société dans laquelle nous vivons. J'aimerais connaître votre avis, les filles, parce que même si on vient d'une même structure familiale nucléaire, il est évident que nous avons des opinions divergentes, et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Du coup, je vais vous laisser vous présenter chacune votre tour. On peut commencer par toi, Flore. Oui, bonsoir. Donc je m'appelle Flore, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants de 1 an à 7 ans. Et ta profession ? Je suis consultante, je fais du conseil en réputation et en influence pour les entreprises et certaines structures gouvernementales. Et À côté de ça, j'ai aussi un mandat local, je suis adjointe au maire de ma commune. ouais, Émilie. Bonsoir, j'ai 25 ans, je m'appelle Émilie, je fais de l'analyse géopolitique. Vio. Bonsoir, je m'appelle Violaine, j'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, entre 2 mois et 5 ans, et je suis professeure des écoles. Merci. Donc vous l'avez compris, là on discute de manière assez globale sur ce qu'on peut considérer chacune de ce qui peut être beau, de ce que l'on peut considérer beau ou pas. Et j'aimerais commencer en vous demandant si vous êtes capable de me dire la dernière fois que vous vous êtes dit waouh, ce qui se trouve devant moi est vraiment beau et je l'apprécie parce que je le trouve beau. Oui, je réfléchis. Moi, je suis très sensible à la beauté des paysages. Et donc, je peux être stupéfaite devant certains paysages. Mais je pense que vraiment, la dernière fois, la fois la plus récente où je me suis dit que j'étais face à quelque chose de très beau, c'est un tableau peint par un artiste contemporain, un jeune artiste contemporain, un tableau magnifique qui m'a beaucoup touchée, qui a été peint pour les blessés et les enfants, enfin les blessés militaires et les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère en opération militaire. Et c'était un tableau que j'ai trouvé magnifique. Ok, Émilie. Moi, c'était pendant un voyage, très récemment. J'ai découvert pour la première fois l'Afrique, et donc pour la première fois les paysages désertiques. Et donc j'étais devant un paysage que je connaissais pas, qui était très loin de tout ce que je connaissais, et j'ai été vraiment époustouflée de voir un paysage qui me sortait complètement de tout ce que je connaissais, de tout mon ordinaire. Et là, je me suis vraiment arrêtée pour contempler et pour me dire que j'avais de la chance de pouvoir voir cette partie du monde, ce genre de paysage. Genre désert à perte de vue. Tout autour de moi, et un paysage, des dunes de désert, un magnifique coucher de soleil. Des animaux de la savane. Pas d'animaux, malheureusement. Pour ma part, très récemment, il y a 2 choses qui m'ont fait me dire arrête-toi, profite, contemple, parce que c'est très beau. Il y a eu un très joli coucher de soleil là, pendant les vacances. J'étais à la fenêtre, je fermais les volets et il y avait un très très beau ciel. Et j'aime beaucoup observer le ciel et ses lumières chaleureuses, le rouge qui tire sur l'orangé.
ça, c'était très très beau. Et puis un chant que j'ai entendu chanté par un jeune chanteur de la musique, c'est un chant de l'opéra. Et j'ai fait abstraction de tout le bruit qui m'entourait, de toute la situation qui était, dans laquelle j'étais, pour pouvoir profiter de ce moment. Voilà. Génial. Et du coup, vous avez commencé un peu à le dire, vous êtes sensible, notamment Flore et Violaine, Émilie aussi, parce que tu parlais de l'Afrique, à des paysages. Mais est-ce que vous seriez capable justement de me dire quel est le paysage pour lequel vous êtes le plus sensible? Est-ce que voilà, il y a un univers que vous appréciez particulièrement, par exemple Violaine? Alors moi, je n'aurais pas d'univers particulier, mais tu vois, je pense que j'ai besoin de voir l'horizon, de voir un sentiment de lointain. Je suis pas sûre que je puisse m'émerveiller devant une falaise qui me monte sous le nez. Oui. J'ai besoin de recul pour pouvoir voir. C'est là où c'est intéressant parce que moi, Ouais. Ouais. Moi, j'aurais dit la L'horizon, hauteur. Ouais, exactement. Bah ouais, me Ouais, sentir en hauteur. Ouais. Parce que l'horizon me parle pas du tout, par exemple. Enfin, Le plat. Tu vois, la mer, Ouais. moi, du coup, me parle beaucoup moins. Non, j'ai pas dit que je veux. Alors, je me suis mal exprimée. C'est que je veux pas voir une ligne horizontale de l'horizon, mais j'ai besoin que le paysage soit reculé. D'accord. Donc, par exemple, je serais beaucoup plus sensible à une chaîne de montagnes que je vais voir dans sa longueur, Oui. au loin, Ouais, je vois. plutôt que d'être au pied de la montagne et de devoir lever la tête pour la regarder et de voir juste des petits détails. En fait, j'ai besoin de voir dans d'accord. L'espace, en fait. Voilà. Ouais. Et moi, justement, je réfléchissais en disant en répondant à la première question, c'est que je suis assez embêtée de me dire que pour moi, je trouve un paysage beau quand il sort de mon quotidien, et je pense que, j'aimerais bien réussir à faire l'effort de m'émerveiller des choses qui m'entourent, mais c'est sûr que forcément, un paysage, moi, j'ai l'impression que je contemple un paysage quand il est nouveau pour moi, et que il sort de ce que je vois d'habitude. Ah, c'est hyper intéressant. Moi, parce que ça me parle, parce que moi, ce qui compte, c'est que ce soit un paysage dont je ne puisse pas me lasser. Et Donc que je c'est la puisse montagne, voir. toi. Moi, c'est la montagne. Oui, C'est ça m'étonne depuis pas. toujours, Ouais, ça, depuis mon enfance, c'est la montagne. Donc c'est aussi un paysage que je vois moins, forcément. J'habite en Seine-et-Marne, hein, donc on n'est pas très très montagneux. Donc oui, sans doute que avec l'habitude vient un peu de lassitude, mais pour la montagne, il y a aussi ce côté, un peu une forme de nostalgie qui me ramène à des souvenirs peut-être d'enfance, etc. Donc, Oui. Et maintenant, un domaine artistique auquel vous êtes particulièrement sensible, ou peut-être plus sensible que dans d'autres domaines? Alors moi, très spontanément, c'est le théâtre. Parce que c'est un art que je trouve très complet. Et très souvent, quand je vais voir des représentations, que ce soit avec des amis, pareil que ce que tu disais, Violaine, c'est que j'essaye de me dire qu'il faut que je profite, parce que le théâtre, je trouve que c'est un art qui permet de faire ressentir plein de choses différentes. Et je suis impressionnée par la complexité des prestations de ces hommes. Et vous, Flore et Violaine? Moi, je pense qu'il y a la musique, mais en fait, plus particulièrement, le chant, j'ai besoin de voix humaine. ouais. Et plutôt le Avec ou sans parole, d'ailleurs, tu vois. Je pense que... que je comprenne ou pas. Voilà, Ouais. Ah oui, sans le sens, tu veux dire. Oui, ouais. Et la peinture. Ouais. La peinture, ouais. Ça me permet de voyager, de m'évader. Là où moi, par exemple, la peinture, j'ai pas de souvenir. Enfin, c'est drôle parce qu'en préparant l'épisode, il y a aucun moment où je me suis jamais retrouvée devant une peinture en me disant waouh, je ressens ce que disent certains, tu sais, des papillons dans le ventre devant une toile. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi non plus. Ouais. Vous arrêtez jamais dans un musée pour faire marche arrière et revoir le tableau ou le Non. prendre en photo? Ah, mais Enfin, tu vois, j'apprécie. Et je suis trop contente d'avoir fait une expo, mais c'est jamais de l'ordre de l'émerveillement. Et alors, du coup, dans quelle forme d'art t'émerveille, toi? Et ben, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Le chant sacré, tu vois, si je dois réfléchir à un domaine artistique qui me touche, je pense que le chant sacré, c'est celui qui me vient
en premier en tête? Ah, c'est drôle. Moi, c'est pas le premier, mais je le redécouvre en écoutant les formes les plus anciennes de grégorien médiéval qui existent, que j'écoute en travaillant, parce qu'ils sont construits sur des mélopées, et un rythme qui, moi, contribue beaucoup à ma concentration, et donc je le redécouvre. Pour ma part, en revanche, moi, c'est la peinture et la sculpture. Bon, c'est très académique, peut-être, mais c'est la peinture et la sculpture qui sont les deux formes d'art qui me plaisent le plus, et probablement auxquelles je suis le plus sensible. Mais tu peux être ému par une toile. Ah oui, je peux être émue par une toile. Je me rappelle quand j'avais visité la galerie des Offices à Florence. Il faut que je vérifie que c'est bien à Florence. Mais où il y a toute la peinture, que des vierges à l'enfant entre le XIVe et le XVIe siècle. Et je me rappelle avoir mis des heures à visiter ce musée parce que j'avais du mal à passer d'un tableau à l'autre. Mais donc concrètement, ça se caractérise comment, tu vois, cette sorte d'émerveillement? Enfin, est-ce que t'as un waouh et t'es scotché devant une toile et juste tu te sens bien? Ouais, il y a des toiles, je sais pas, je me sens un peu captivée, comme si je m'arrête devant la toile, je l'observe, je la regarde et elle me reste en tête. Moi, j'ai une admiration. En fait, je me projette aussi sur la technique, sur la difficulté. Et tu vois, je pense notamment à certains tableaux médiévaux déjà où tu as des très beaux. Des très beaux matériaux, donc des couleurs magnifiques, mais tu vois la finesse d'une broderie, la transparence d'un voile, le détail des paysages au 4e ou au 5e plan, pour moi c'est... Ça, c'est une question de technique. Vraiment, c'est notamment une question de technique. Je peux vraiment me dire, là, on est dans quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'extraordinaire, quoi. Ouais, d'un très grand talent. Ouais. Oui, mais à contrario, tu vois, moi j'ai été à Giverny avec mes élèves l'année dernière. Ouais. Je sais pas si on peut parler de maîtrise académique du dessin, ouais. Mais pour moi, tu vois, ce genre de peinture me touche encore plus, enfin me procure beaucoup plus d'émotions que des peintures classiques. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup, moi, l'atmosphère. Dans lesquelles je vais effectivement contempler le travail de l'artiste. Ouais. Et par exemple, la sculpture, tu vois, je me disais, alors, je crois que ça ne me fait rien du tout. Oh, parce qu'en fait, je suis trop dans la contemplation du travail de l'homme et me dire que comme c'est fou que ce bloc de pierre devienne... Ah oui, d'accord. Et du coup, je vais être trop dans le terre-à-terre, l'observation terre-à-terre et pas dans l'émotion. Ouais, d'accord. Je suis trop contente en tout cas, Flore, que tu aies évoqué le terme de talent parce que je voudrais qu'on l'aborde un peu plus tard. Parce qu'on n'en a aucun. Non, avant ça, je voulais rebondir à ce que vous disiez chacune. Est-ce que ce goût, ces émotions que vous ressentez, elles ont évolué à travers le temps? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est est-ce que les domaines ont évolué? Est-ce que vous avez senti... une période où il y a eu des déclics? Je pense qu'on n'affiche pas les mêmes posters à 12 ans qu'à 25 dans sa chambre. Donc déjà, on voit que nos goûts évoluent. Fini Narnia. Mais je pense qu'on construit toute sa vie son goût et son sens du beau. Donc je pense que même, c'est pas qu'une question de passer de l'enfance à l'âge adulte. Je pense que même dans 20 ans ou dans 60 ans, on n'aura pas forcément les mêmes goûts. Puis je pense qu'il y a aussi notre situation de vie qui influence, parce que effectivement, moi, là, en ce moment, avec des enfants en bas âge, je n'ai pas l'occasion d'aller au théâtre, faire des expos, etc. Donc en fait, ça influence, et puis du coup, ça va... En revanche, j'essaye avec mes enfants, de voir le beau dans notre quotidien, parce qu'en fait... même si j'habite près de Paris, que je pourrais avoir l'occasion d'aller voir plein d'expos partout, en fait, on peut voir le beau aussi autour de nous, et voilà. Mais tu les éduques pas mal aussi dans la contemplation de la nature.
Oui, c'est dans vrai. les balades. Alors, beaucoup moins que Flore, qui habite en pleine nature. Hein. Moi, la nature, à la Garenne Colombe, c'est... Mais oui, oui. Ouais. Et toi, Flore? Il y a plusieurs questions. Est-ce que ça a évolué Ouais, est-ce au que cours ça de ma évolue? vie? Non, mais parce que moi, je pensais ça en parlant de moi pour la musique sacrée, c'est quelque chose de hyper récent. Enfin, c'est apparu Ouais. très récemment. Mm. Et pourtant, je suis capable de dire que vraiment, c'est le domaine qui me touche le plus. Oui, moi, sans doute aussi, il y a évidemment une évolution. Alors, je pense que tout ce que j'ai aimé, je l'aime encore. Mais probablement, j'ai sans doute découvert plein d'autres choses qui viennent s'ajouter et qui viennent un peu mûrir, qui viennent un peu mûrir mon goût, quoi. Mais Oui, c'est aussi une question de découverte. Ouais. Oui, de découverte et puis de rencontres. Il y a des choses que avec carrément. mon mari j'ai découvertes que je ne connaissais pas. Et voilà. Et chaque contact avec une nouvelle chose belle s'enrichit aussi du moment dans lequel on était. Il prend un sens supplémentaire. Il n'est pas beau que parce qu'il est beau. Il est aussi beau parce que c'était un moment, une expérience. Voilà. Mais donc oui, évidemment, ça a évolué. Je me rappelle avoir eu, quand j'étais en prépa, une grosse période de musique un peu absurde parce que j'écoutais à la fois Vivaldi et Rachmaninoff en travaillant, et puis j'ai complètement abandonné parce que j'y connais pas grand chose en fait en musique. Puis voilà, je me suis tournée plutôt vers les musées. J'ai travaillé au musée d'Orsay, donc forcément ça m'a un peu paramétré pendant ces quelques mois. Voilà, puis j'en ai gardé gardé ce goût, et puis qui est plus facile. Tu parlais des enfants violents, je trouve que moi en tout cas, je trouve plus simple de faire rentrer les enfants à l'initiation artistique par les musées et les tableaux, en l'occurrence. Bah justement, en parlant des enfants, est-ce que, et tu le dis, tu essayes de les initier à ça, est-ce que c'est une volonté pour vous, dès maintenant, parce qu'on peut tous, enfin bon, à toi Flore un peu moins, mais c'est quand même des enfants en bas âge, vous considérez qu'il faut leur transmettre cette envie de découvrir quelque chose de beau dès maintenant? Pour maman, c'était quand même important qu'on fasse, qu'on essaye le dessin, la musique et tout. Et par ça, elle a essayé de nous transmettre un côté créatif qui cherchait le beau. Oui, d'autant plus que elle a des aptitudes artistiques. Très talentueuse. Ouais. Elle est vraiment très prononcée. Et puis j'allais dire aussi que je pense que mine de rien, toujours maman, notre mère nous a quand même un peu formaté. Dites-moi la phrase là. Oui. Mettez-vous en plein les yeux. Voilà. Comme cette phrase, je m'aperçois qu'en fait, c'est vrai. Je l'ai dit. En tant que mère, tout maintenant. le temps. Ah ouais. Et j'ai envie de me donner, mais carrément. Mais c'est vrai, en fait, parce que parfois on peut pas expliquer à un enfant ce qu'il est en train de voir, mais t'as juste envie de lui dire, regarde. Tais-toi et regarde. Ouais. Écoute, juste là. Ça c'est beau. Ouais, c'est vrai que ça c'est très amusant d'entendre les enfants contempler, parce qu'ils contemplent à voix haute, eux. Et en fait, ça nous permet de regarder les choses avec un autre regard. C'est assez marrant. Oui, mais il faut savoir aussi les entraîner à dire ce qu'ils pensent. Alors, parce que certains parlent, d'autres peut-être moins, mais d'être capable de dire des mots. Qu'est-ce que tu aimes là? Qu'est-ce que tu aimes? Ou quel tableau t'as préféré? Et d'essayer de les faire parler de ça. Je pense que ça aide aussi à affiner leur goût. Et ce qui est assez frappant, c'est que souvent, quand on leur pose une question comme ça, ils disent « je sais pas » ou « je me rappelle pas ». Je trouve ça c'est aliénant pour tes filles, surtout Vio. Et petit à petit dans la discussion, en fait, elles ont une idée précise de ce qu'elles ont aimé, de ce qui les ont touchées, et c'est dans la discussion, en posant les mots, qu'elles trouvent et qu'elles réussissent à le verbaliser. Je pense que les enfants, ils sont assez naturellement enclins à observer, à voir, à contempler le beau. Tu vois, moi, mes filles, aucun de mes enfants ne lit. Pourtant, ce qu'elles préfèrent à la maison, c'est tourner les pages de beaux livres, observer des illustrations, regarder des photos. Voilà, c'est vraiment par le regard, en fait, comme ils ont avant d'avoir la lecture, ils ont le regard,
Par l'image, ouais. l'image, ouais. Et je trouve qu'ils y sont assez sensibles. Je vois qu'elles choisissent la médiathèque, elles choisissent certains livres et pas d'autres parce que c'est l'image qui les aura accrochés et parce qu'en fait elles ont rien d'autre, quoi. Et donc, à votre avis, comment on peut essayer de transmettre à des enfants cette envie de découvrir quelque chose de beau, le goût du beau, la recherche? Déjà, pour ma part, il me semble que c'est un travail, hein, donc c'est aussi les mettre en condition de savoir admirer un paysage ou fréquenter des endroits, Ouais. je sais pas, des beaux bâtiments. Dans tous les villages de France, on peut trouver une église, on peut trouver un musée dans chaque département qu'on traverse, et on est toutes les quatre assez mobiles et on bouge pas mal. Donc voilà, déjà voilà, les mettre en situation. Et moi perso, j'aime beaucoup les aider à comprendre. Donc je pense que c'est un peu ambitieux parce que ils sont beaucoup trop jeunes, mais c'est pas grave, ça me donne un réflexe. Mais essayer de le situer dans l'histoire, les aider à comprendre le contexte historique autour. Et donc leur donner des grands repères qui les aideront après à comprendre voilà, l'évolution du roman au gothique. Mine de rien, même un enfant de 7 ans est capable de voir quand même la différence et de le raccrocher à l'univers qu'ils connaissent. Robin des Bois. Et donc toi ta réponse de manière concrète, c'est prendre ce qui est à proximité, ce qui nous est disponible, et les y sensibiliser. Oui, mais et puis surtout pas avoir peur de se dire c'est des enfants, ils vont passer à côté. Oui. Ils vont s'ennuyer, c'est une activité qui va pas leur plaire. Ouais, en fait déjà, tant pis, c'est une habitude prise. Et dans le meilleur des cas, ils vont peut-être adorer. Et puis ils vont aussi voir leurs parents s'émerveiller. Et je pense qu'il y a un côté, attends, si jamais mes parents sont subjugués et émus par quelque chose, il doit se passer quelque chose de très fort. Ouais. Que peut-être à 7 ans ou 6 ans, ils n'ont pas complètement en tête et qu'ils ne sont pas capables de formuler, mais ils comprennent qu'il y a quelque chose de très grand et de très fort derrière. Ouais, mais du coup, il y a une sorte de formatage. Ah complètement. Donc Ouais, là, en vous fait, apprenez à vos enfants, mais c'est normal. Sans critique. Hein. Du coup, en fait, je me rends compte qu'on apprend complètement aux enfants ce qu'on trouve beau, et donc pour faire en sorte qu'ils trouvent ça beau aussi. Oui, mais en tout cas, au moins déjà à regarder. Parce que je leur demande pas de ressentir la même émotion, mais qu'ils comprennent qu'on peut, par la contemplation, ressentir quelque chose qu'on ne voit pas forcément derrière un évier, quoi. Tu le ressens toi, Violaine, le formatage? Alors, je trouve que c'est hyper difficile de répondre, et d'autant plus que en fait, moi je suis en train de transposer ça dans ma tête en me disant attends, mais non seulement tu formates tes enfants, mais tu formates peut-être tes élèves, et t'en as 30 chaque année, ça fait quand même beaucoup d'enfants que tu formates. Oui. Et puis c'est aussi facile, non, juste de se dire qu'on a été aussi du coup formaté. Enfin... Je suis pas sûre qu'on soit formaté, en fait. Moi je suis pas sûre que enfin, j'en sais rien en fait, peut-être que vous allez dire que je formate mes enfants et mes élèves, mais moi j'essaye surtout de leur donner des clés. Oui. Pour les aider à regarder, contempler et ressentir quelque chose. Alors les clés, ça va être par exemple, j'ai quand même beaucoup d'élèves qui vont pas du tout dans des musées, donc faire des sorties dans des musées, peut-être qu'ils ressentiront rien aujourd'hui, mais en fait ça leur donne déjà une première habitude, Ouais. Ouais. Voilà, faire découvrir un lieu. Dans notre quotidien, proposer souvent à mes enfants ou même à mes élèves, encore une fois, ah bah tiens, regardez, attendez, là, cet arbre, il a sa fleur qui est en train d'éclore, regardez comme c'est beau la nature, etc. Voilà. Mais est-ce que je leur dis que ça c'est beau, ça c'est pas beau? Aussi, je pense que je vais avoir tendance à dire à ma fille que telle tenue accordée à telle autre, c'est pas top. Voilà. Les carreaux, les rayures, Ça moyen. marche pas? Et néanmoins, il y en a qui aiment. Hein. Voilà. Ombline, par exemple. Ouais, c'est vrai. J'adore. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on est quand même tous de plus en plus, je trouve, en recherche de sens, et on en parle de plus en plus. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, à contrario,
cette recherche de beau, cette recherche de sens, elle est un peu freinée par l'environnement qui nous entoure, la société un peu actuelle, dans laquelle on est un peu matrixé par les réseaux sociaux, par l'opinion publique, par les médias. Est-ce qu'il n'y a pas un frein ? Je ressens effectivement cette injonction à trouver certaines choses belles, et à être sensible à certaines choses et pas à d'autres, etc. Moi, j'avoue que j'ai quand même un esprit de contradiction. Très, 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 très sévère. Voilà, et que du coup... Tu parles pour toi, la Flore, ou... Pauvre Violaine. Je vous offre mon analyse. Ok. Donc, voilà, je sens qu'il y a un formatage. Je pense que j'ai pas non plus 14 ans, alors ce qui permet de prendre un peu de recul. Je suis pas noyée par les réseaux sociaux parce qu'en fait j'en ai pas le temps. J'ai pas la télé. Donc, Alors moi j'ai la télé, j'ai les réseaux sociaux et j'y passe pas mal de temps. Mais je pense que c'est pas forcément un mal. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut réussir à avoir le recul pour se rendre compte qu'on peut être très vite très influencé juste par le choix de ce qu'on regarde, la façon dont les sujets nous sont présentés. Mais on a beaucoup de chance, à mon sens, de vivre à notre époque où tout est très accessible. Donc on peut, par les réseaux sociaux, accéder à plein de choses. On peut même accéder à Parole d'artisan sur toutes les plateformes. T'es parfaite. Non mais, et puis même, on peut profiter de l'art en s'abonnant à certains comptes sur les réseaux sociaux, à réfléchir. Ouais, mais moi, c'est là où moi, je pense que toi, Flore, t'es assez d'accord avec ça ? Oui, j'ai pas de résistance particulière aux médias et aux réseaux sociaux, d'une manière générale. Avec la petite nuance qui vient un petit peu rejoindre un truc que Violaine a dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une injonction à trouver des choses belles parce qu'elles sont transgressives. Et moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à mettre sur le même plan Léonard de Vinci et le street art. Mais c'est mon point de vue. C'est une question qui rejoint juste l'engagement par l'art, où l'art devient politique et qu'il essaye de transmettre un message, alors que si l'art est là juste pour transmettre quelque chose de beau, il n'est pas forcément transgressif. Alors déjà, le fait de porter du sens, donner du sens à des œuvres, c'est quelque chose qui a toujours existé. Tous les grands maîtres et les grandes œuvres, elles avaient une visée politique, soit parce qu'elles étaient commandées par des personnages très influents qui voulaient se mettre en scène, soit parce qu'ils faisaient référence à des événements, soit parce qu'ils cherchaient à glorifier tel ou tel moment, telle ou telle personnalité, etc. Donc, puis même, je sais pas, la littérature, etc., a toujours cherché à donner du sens à son propre art. Et avec ça, chaque mouvement culturel, chaque mouvement artistique a été une transgression par rapport au mouvement qui l'a précédé. Le problème aujourd'hui, c'est que, en tout cas, vraiment, c'est de mon point de vue, et je suis sûre qu'on trouvera plein de personnes pour me contredire et qui auront sans doute des arguments intéressants, mais aujourd'hui, on ne cherche que le sens. En fait, si quelque chose n'a pas de sens, j'ai l'impression qu'il n'a plus de valeur. Non, mais je pense que ce qui est vrai, c'est que quand on observe l'histoire de l'art, avant on appréciait le beau pour le beau, alors qu'aujourd'hui la tendance est d'apprécier plutôt le message que la technique. Tu vois, c'était le beau par la technique, alors qu'aujourd'hui c'est le sens c'est surtout qu'on donne à une œuvre. Il y a, en tout cas chez certains, et chez certains très visibles, il y a plus de technique. Il y a une performance. Non, mais c'est ça, en fait, on cherche une performance, quelque chose d'un peu vraiment de transgressif. Mais le sens dans l'art, il a toujours existé. Faut pas se mentir, même derrière un portrait, un tableau, une sculpture, il y a toujours un petit peu quelque chose, soit un sens, soit une transgression. Mais aujourd'hui, la première chose qu'on cherche à faire, c'est plus de plaire, d'être admiré, c'est de choquer. C'est quand même pas du tout la même démarche. Aujourd'hui, en fait, on cherche plus à faire passer quelque chose par le beau,
mais uniquement par le choc et immédiatement la provocation. Donc là, on a quand même, et vous le disiez, par les réseaux sociaux, la possibilité de visiter virtuellement tel et tel musée à Paris et à Shanghai en même temps. Ouais, et c'est là où moi je mets un énorme doute sur cette chance dont tu parlais d'avoir tout accessible par nos téléphones. Parce que avant, là où ils faisaient enfin, tu vois, dans les générations avant nous, faisaient l'effort d'aller, tu vois, d'aller chercher physiquement ce qui était le beau. Alors qu'aujourd'hui, on a plus cet effort et en fait, ça enlève déjà un peu de sens à cette à l'engagement. Moi, je trouve que l'écran, il m'empêche d'accéder au beau. Oui, ben moi, je serais plutôt de cet avis-là. Moi, je vois. Enfin, je suis d'accord qu'il y a pour plein de choses, c'est bénéfique. Ça, je le nie pas. Mais pour ce qui est du beau, je pense que c'est beaucoup plus un frein qu'autre chose. Pour moi, c'est pas un frein. C'est déjà quelque chose. Je pense que tu es plus confronté. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que tu es plus confronté à des choses qui sont pas belles que à ce qu'on peut considérer de. Alors oui, mais je pense à un exemple concret. Dans les écoles primaires de ma commune. Moi ma commune, c'est une ville rurale qui est donc à 60 km de Paris, dans laquelle, du coup, on n'a pas le même accès aux musées et aux grands bâtiments architecturaux parisiens qu'un élève qui est scolarisé dans le 6e ou le 17e arrondissement. Oui. Donc forcément, le rapport à l'art et plus généralement au beau, il va être assez différent de cette population très urbaine et très cultivée, parce que c'est beaucoup plus simple d'accès. Mais du coup, je vois dans les classes primaires de ma commune, qui sont sous notre responsabilité, les enfants, les classes sont équipées avec de très grands écrans, des tableaux numériques qui permettent à des enfants qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée de voir la Joconde qui ne verrait pas autrement, quoi. Ouais, mais c'est déjà une manière d'entrer. Oui, c'est déjà. Non, mais je suis d'accord, c'est déjà génial. Mais t'as pas. En fait, la sensation que tu ressens devant la toile et à travers ton écran, elle est évidemment pas la même, et heureusement. Oui, je pense. Oui, mais quand même. Peut-être alors pour à part des tableaux, parce qu'on se rend moins compte des détails, de la technique. Mais un compte sur un réseau social qui nous montre un documentaire, qui nous montre des paysages auxquels on n'aurait pas accès autrement par le voyage. En fait, on a une idée de ce que c'est qu'un paysage à l'autre bout du monde, et même si c'est que par l'écran, on arrive quand même à s'émerveiller et à être époustouflé par... Et ça crée le désir. Ouais, aussi. Mais c'est là, justement, c'est là où moi je pense qu'il y a un peu un danger. C'est d'entamer une sensation qu'on pourrait considérer de beau, alors qu'en fait, juste, c'est pas le même... Enfin, c'est pas ce domaine-là. C'est... Moi, je trouve que c'est un bon moteur parmi d'autres. Tu vois, tu as un premier moteur qui est les habitudes familiales. Un deuxième moteur, ça peut être ce à quoi tu es exposé à l'école, mais aussi par tes propres recherches et les contenus numériques à notre disposition. C'est un moteur, un levier parmi d'autres. Et pour moi, c'est un peu une porte à ouvrir et qui doit être tout le temps nourrie par la curiosité. Donc en fait, on ne doit pas se satisfaire de ce qu'on a par nos réseaux. Oui, en effet, c'est pas une curiosité, on est d'accord. C'est quelque chose qui est très accessible et qui nous demande pas qui nous demande pas beaucoup d'efforts. Ouais. Mais en fait, peut-être que ça va nous donner l'envie d'en savoir plus, d'aller chercher. Et ça, c'est... Effectivement, parce que, par exemple, moi, une musique que je vais écouter sur n'importe quelle plateforme d'écoute, je vais me dire « Ah, tiens, ça, je crois que c'est beau ». Mais avant de pouvoir catégoriser dans ma tête en « c'est vraiment beau », il va falloir que j'aille rencontrer l'artiste. Ou en tout cas, faire une expérience. Ouais. C'est compliqué si c'est de la musique du 16e, du coup. Et bah donc... N'est-ce pas voilà. C'est pour ça.
Et justement, j'aimerais rebondir sur ce que toi tu disais, Flore, avec cette proximité avec Paris, avec la possibilité, enfin une ouverture facile en tout cas à une culture artistique notamment. Est-ce que on peut considérer qu'il y a un fossé culturel qui se creuse de manière flagrante entre des personnes qui ont cet accès-là en habitant à Paris? Parce que par exemple, nous, on habite toutes les 4 proches de Paris, donc on a cet accès qui nous est facile, et pourtant je pense qu'on ne l'utilise pas forcément à bon escient, enfin pas suffisamment, jamais suffisamment. En fait, j'ai pas étudié la chose, mais en fait, moi, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, en fait, c'est assez injuste pour ceux qui n'ont pas du tout accès et qui habitent plus loin que la Seine-et-Marne. T'as déjà la difficulté matérielle et technique. Déjà, si t'as pas un musée proche de chez toi. Mais au-delà, avant même ça, pour moi, la différence, alors évidemment, sur l'équipement culturel d'un territoire, évidemment, il y a une inégalité de fait. Oui. C'est une certitude. Mais cette inégalité, elle peut être levée. En revanche, celle qui est difficile à lever, c'est vraiment, je pense, l'habitude familiale. Oui. L'habitude par l'éducation, si elle n'est pas faite par la famille et si elle n'est pas faite à l'école, Oui. franchement, il faut... Et c'est là où moi, il y a quelque chose qui me rassure, c'est qu'on se disait, au début, en fait, il y a des sensibilités qui naissent au fur et à mesure. Donc, en fait, est-ce que si tu as pas si on t'a pas été dans un contexte familial favorable à une envie de découverte, à une culture artistique, est-ce qu'en fait, elle peut pas apparaître plus tard? Elle peut. Au gré des rencontres que tu feras, bien sûr. Elle peut, mais je pense que c'est plus difficile de... Enfin, ce sera un travail qui sera encore plus difficile à l'âge adulte, quoi. Regarde Intouchable. En vrai. Ouais. Non mais c'est bête, hein, c'est un film et c'est... Ouais, c'est vrai. T'as beau faire écouter à Driss tous les grands pontes, les chefs-d'œuvre du cinéma, du cinéma de la musique, il reste de marbre. L'opéra, il a bien aimé. Non. Il a bien rigolé, C'est faux. non? Ouais, d'accord. Non, c'est faux, il a pas aimé. Donc, bon, voilà. Oui, tu peux effectivement avoir une découverte, mais voilà. Moi, je pense on est tous inégaux. Je suis d'accord avec vous. Si on nous a pas transmis le goût de la curiosité, mais je pense que aussi, surtout, le vrai luxe, c'est de réussir à avoir le temps, de prendre le temps de contempler, d'observer, de se poser. Et ça, je pense que c'est pas forcément une question de milieu, de lieu et de situation. C'est vraiment une éducation, une exigence qui est, à mon avis, personnelle. Et moi, je m'en suis rendu compte grâce à une amie qui était effarée parce qu'elle me disait « Émilie, tu cours tout le temps, tu es tout le temps en train d'écouter la radio, les infos en permanence. » Je dis « Mais en fait, pose-toi et regarde autour de toi. » Et en plus, moi, j'ai de la chance parce que je traverse Paris, je traverse une très jolie ville. C'est vrai qu'en fait, juste être en silence et regarder ce qui nous entoure, ça, c'est à peu près accessible à tout le monde. Ça fait le lien avec un point qu'on évoquait juste avant, qui est que, de fait, la société aujourd'hui nous encourage pas tellement à cette... on est un peu dans une culture de l'immédiateté, et nous encourage pas vraiment à cette espèce de suspension, le moment où tu suspends un peu et tes activités et tes pensées pour admirer quelque chose. Aujourd'hui, ça demande... on est quand même très occupé tout le temps. On a un peu besoin de remplir, le vide nous inquiète et donc forcément il y a un peu moins de place pour la contemplation. Oui. Moi je le vois quand même, j'enseigne à Paris et puis maintenant dans les Hauts-de-Seine, donc c'est pas très loin de Paris. J'ai un accès à la culture très facile pour moi, pour mes élèves, pour mes enfants. Je le fais évidemment pas assez, mais ce que je vois quand même, c'est l'inégalité au sein d'un territoire très riche, culturellement parlant. Et il existe quand même une inégalité au sein des élèves, de mes élèves d'un même âge. Mais donc tu parles d'un critère géographique ou d'un... Non, je pense que c'est effectivement familial. Ouais. Je veux pas rentrer dans un débat philosophique, mais est-ce que
vous vous êtes déjà demandé s'il y avait un beau unique, enfin est-ce qu'il y a une beauté universelle? Ah bah non. Il suffit de nous voir toutes les 4. Je vois pas ce Toutes que tu veux belles, dire. mais toutes différentes. Non, mais on n'aime pas les mêmes choses. Non, ça Tu c'est vois, sûr. et pourtant, c'est drôle, hein, parce qu'on a baigné dans la même famille. Si on reprend les mots de tout à l'heure, formatés par le même environnement familial, on est passé par les mêmes écoles. Mm. Et pourtant, on a des sensibilités différentes. Ouais. Mm. Mais C'est d'ailleurs pour ça que moi, je pense que oui, il y a une le beauté. beau est universel. Donc, comme quoi, on est bien différentes. Mais le même esprit de contradiction, c'est pas mal. Ah oui. Ouais. Pour moi, si quelque chose est vraiment beau, il va susciter des émotions pour tout le monde. Même si parfois on est un peu aveuglé, on n'est pas forcément très objectif sur la chose à ce moment-là. Mais dans le fond, on la vit, l'être humain contemple à chaque fois le beau de la même manière. Et c'est juste qu'on est pétri par des codes culturels, par des notions différentes, par des aspirations, des goûts. Mm. Mais en soi, le beau est commun. Mais c'est vrai, enfin, on dit des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Que chacun a ses propres goûts et ses propres appréciations des couleurs. Et ça, c'est vrai. Mon opinion, c'était que le beau, par excellence, c'est ce qui fait l'unanimité. C'est ce qui va nous laisser tous d'accord pour rester en silence et juste contempler quelque chose qui nous dépasse infiniment. Donc il y a différentes choses qui sont belles. Et donc c'est pour ça que Violaine, tu as raison. On peut trouver des choses belles et d'autres. Ne pas aimer quelque chose qu'un autre aime. Mais si on cherche le beau avec un grand B, d'après moi, c'est ce qui va nous mettre d'accord. Et vous le dites de toute manière à vos enfants, vous dites tout le temps, pour la nourriture, tu dis pas que c'est pas bon, tu dis que j'aime pas. Bah pour moi, c'est pareil pour le beau. En fait, on peut ne pas aimer, mais reconnaître que quelque chose est belle quand même. Platon, je crois que déjà lui-même, et Kant l'a repris après, disait que le beau est universel. Et en fait, ça entraîne le fait que, on utilise mal le mot beau parce que le beau est un concept qui est censé être universel. Mais si le beau, c'est chercher à ressentir une émotion, effectivement, ça c'est universel. N'importe qui, l'être humain tend à ça. Ouais. Après, les chemins pour arriver à cette émotion sont différents. Mm. Donc effectivement, il y a différents chemins qui nous permettent d'atteindre cette émotion qu'on va ressentir face au beau. Et c'est là où moi, en tant que mère, je me dis, là, dans cette discussion, attends, veille à pas privilégier tel chemin et à laisser ton enfant la possibilité d'aller en explorer d'autres vers lesquels toi, tu ne te dirigerais pas, mais qu'en fait, ton enfant, il peut accéder au beau par un autre chemin. C'est hyper difficile. Mm. C'est ce que ça veut dire, c'est contre nature. Ouais. Parce qu'il va falloir que j'aille lui donner, parce que je veux donner à mon enfant toutes les clés possibles pour arriver dans la vie adulte et avoir envie d'accéder au beau en fait partie. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je l'emmène voir des choses que je trouve pas forcément belles, dans lesquelles je vais pas ressentir forcément d'émotion, mais voilà, dans ce souci d'éduquer et de laisser la possibilité à mon enfant de choisir son chemin. Et en fait, si derrière la question de l'universalité du beau, je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous met tous d'accord, c'est ce qui... c'est ce qui nous dépasse tous. C'est quelque chose de l'ordre du transcendant, en fait, quelque chose qui est au-dessus de nous, difficile à matérialiser, difficile à comprendre et à saisir. Donc c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la pensée, quoi, du concept. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre vraiment à l'infiniment grand, à quelque chose qui nous dépasse infiniment. Est-ce que vous considérez que créer du beau, maintenant qu'on a parlé du fait de le recevoir ou de l'accueillir, est-ce que vous pensez que certains seraient faits pour créer du beau et d'autres... Il y en a qui ne le sont pas en tout cas. À nous en tout cas. Est-ce que certains seraient faits pour créer du beau
alors que d'autres pas du tout et mettraient leur utilité et leur talent ailleurs? Est-ce qu'on peut partir du principe que du coup certains ont un talent pour accomplir de belles choses alors que d'autres non? Enfin, de belles choses. On s'entend, évidemment, tout le monde peut créer des belles choses, mais... Est-ce qu'il y a de l'inné? C'est ça ta question? Ouais, alors voilà, exactement. Est-ce qu'il existe du talent? Est-ce qu'il y a vraiment du génie? Je pense que finalement tout le monde est capable de créer du beau, si tant est que il en ait l'envie et qu'il exerce sa sensibilité et son... Je ne sais pas si n'importe quel enfant, mis dans les mains des parents de Mozart, avec le rythme de travail qu'a eu Mozart, serait devenu Mozart. Est-ce que tu es influencé par ton fils et de ses cours de musique? Alors, manifestement, mon expérience personnelle Ouais. tente à me prouver que non. Que tous les enfants... Voilà, et je ne sais pas si seul le travail peut faire de quelqu'un un artiste. C'est indispensable. Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire que ça suffit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Peut-être une sensibilité particulière. Donc quelque chose de l'ordre du psychologique, de l'émotion, voilà, quelque chose de supplémentaire. Chez les artistes, je me le demande. Honnêtement, en fait, je pose la question parce que j'ai pas la réponse. Mais aujourd'hui, je sais pas si l'entraînement suffit à faire l'artiste. Il est, selon moi, indispensable. De la même manière que du coup, le talent ne suffirait pas. Et du coup, le talent ne suffirait pas non plus. Ouais. Parce que quelqu'un de talentueux qui produit une fois tous les 20 ans, s'il est paresseux et qu'il ne s'entraîne pas, qu'il ne s'améliore pas, tu peux avoir du talent. Enfin, disons, le talent, c'est un potentiel. Un potentiel, ça se déploie, ça se développe, ça s'entretient. Mais voilà, à supposer que ça existe. Parce qu'en fait, derrière ça, la question, c'est... parler en fait de talent et donc de qualité innée que tu aurais, un espèce de don dont tu serais bénéficiaire et que n'auraient pas les autres, ça vient un petit peu... ça peut minorer le travail, justement. En disant, mais en fait, voilà, toi, de toute façon, t'as un don. Bah non, en fait, j'ai pas un don, j'ai bossé comme un fou. Mais je pense qu'on est tous dotés d'un talent d'une manière ou d'une autre, et donc une propension à créer du beau, même si c'est pas... donc on n'est pas tous appelés à être Mozart, mais je pense qu'on peut tous réussir à développer une technique qui permet quand même de déployer, de développer des talents qui sont en nous au départ. Et bah alors, Flore, ton fils, c'est peut-être pas Mozart, mais quand il dessine et qu'il fait une BD, alors qu'il a 4 ans... En fait, le talent, ça peut être... quand on parle de talent au sens artistique, bah, tout le monde n'en a pas. Mais après, tu vois, il n'y a pas que l'art. Tu peux avoir un talent pour le lien social, être capable de créer facilement des amitiés. Enfin, tu vois, voilà, on a tous un talent, si on part par là. Effectivement, on a tous des talents à déployer, etc. Mais là, si la question est très orientée art, bah, je cherche le mien. Est-ce qu'on peut du coup se rassurer en se disant que nous 4 qui ne sommes ni des architectes, ni, en tout cas pas encore, ni des architectes, ni des artisans, ni des designers, que ça ne nous empêche pas d'être créateurs et chercheurs de beau? Chercheurs de beau, je pense qu'on peut tous l'être dans notre travail, dans nos activités quotidiennes, et notamment par la volonté, le goût du travail bien fait, et de chercher à rendre notre travail, moi mes notes, pour que ce soit un produit le plus fini possible. À chercher à vraiment faire un travail perfectionné. Ok, ouais. Et toi, Violaine, par exemple? Moi, en tant qu'enseignante, je dirais que je crée du beau lorsque je vois un enfant s'émerveiller s'émerveiller et être fier de sa production, de son travail. Voilà. Là, je me dis qu'on approche le beau. Pour ma part, ma profession
me fait pas du tout créer du beau. Mais, Des belles slides, non, même pas. très belle slide. Mais c'est davantage par mon engagement politique au service de ma commune et de ses habitants, par 3 biais. Par exemple, ne serait-ce que les événements culturels que notre ville organise, mais aussi par la préservation de notre patrimoine, qui sont toujours des témoignages de la beauté de notre pays et de la culture. Et aussi, j'essaie de transmettre dans la communication ou dans mes discours ou dans les discours que je prépare pour d'autres une certaine vision de ce que notre pays a de beau, de ce que l'engagement a de beau, de ce que notre héritage et la transmission qu'on peut en faire aujourd'hui a de beau et est un devoir pour tous aujourd'hui. Merci beaucoup les filles pour ces réponses. Merci aussi de me permettre de conclure que finalement l'essentiel n'est pas tant de créer du beau, mais que l'essentiel est finalement de le chercher. Merci aussi d'avoir accepté de vous confronter à cet exercice pas évident du podcast et de me soutenir dans ce projet. Merci à ceux qui écoutent cet épisode. N'hésitez pas à suivre les actualités de Paroles d'Artisans sur Instagram et de le noter sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode pour faire parler du beau. À très bientôt pour un prochain épisode.